Bonjour à tous et bienvenue sur Balade parisienne. Cet été, nous abandonnerons le patrimoine parisien pour mieux comprendre l'histoire de Paris, sa puissance, son aura et ses facettes à travers la littérature, l'art, la chanson et divers personnages illustres. Paris est au centre de tous les pouvoirs. Elle est un outil au service de l'État, mais elle est également une femme, un symbole d'amour et de fête, objet de toutes les convoitises. Néanmoins, Paris possède aussi des côtés sombres, faits de nuisances, d'inégalités sociales et de révoltes. Si vous demandez à n'importe quel enfant ou adulte le nom de la capitale française, ils vous répondront Paris. Pourtant, Paris ne fut pas toujours la capitale de la France. D'autres villes ont porté ce titre. Paris dut attendre 1944 et la fin du régime de Vichy pour obtenir ce titre de manière définitive. Mais avant d'étudier l'histoire de la France, révisons notre vocabulaire. Que signifie le mot capitale? D'après le dictionnaire, la capitale est la ville principale d'un État, d'une province ou d'une étendue de pays qui est le siège du gouvernement et ou de l'administration centrale. Une ample définition dont les attributions peuvent varier d'un pays à l'autre. Administrativement, la capitale d'un État est l'endroit où se situent les institutions qui le gouvernent. Dans certains pays, cette capitale ne correspond pas au lieu de tous les pouvoirs. Le pouvoir économique, les centres scientifiques, l'activité culturelle peuvent se trouver à un autre endroit. Par exemple, la capitale administrative du Brésil est Brasilia, alors que son moteur économique se concentre à Sao Paulo. Amsterdam est la capitale des Pays-Bas. Pourtant, La Haye est le siège du gouvernement et du Parlement. De même, la capitale d'un État est souvent sa ville la plus peuplée. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi et comment la ville de Paris est-elle devenue la capitale de notre pays? Pour une raison, elle cumule tous les attributs de la capitale dans sa conception actuelle, et ce, depuis la fin du XIIe siècle. Siège politique, ville la plus peuplée du pays, centre culturel majeur. Montaigne disait: Paris a mon cœur dès mon enfance, je ne suis français que par cette grande cité, grande surtout et incomparable en variété. La gloire de la France est l'un des plus nobles ornements du monde. Les rois mérovingiens conservèrent l'habitude des empereurs romains de siéger dans les grandes cités. En effet, dès le Moyen-Âge, les rois et les puissants accordent une importance particulière à Paris. Après la conquête du royaume de Syagrius, le roi Clovis fixe sa capitale à Paris, qui conserve pendant toute la période mérovingienne une valeur symbolique, en tant que capitale du premier roi franc et de Sainte-Geneviève. Le roi des Francs avait vu en Paris un lieu hautement stratégique, tant pour sa situation géographique que pour l'abondance de ses ressources. Dès cette époque, la ville devint un instrument au service du pouvoir de l'État. Ainsi, lorsque les fils de Clovis se partagent le royaume, ils conservent Paris comme capitale indivise. Les derniers rois mérovingiens et les rois carolingiens abandonnèrent progressivement l'habitude de siéger dans la capitale pour privilégier des palais ruraux au centre de grands domaines, leur permettant de disposer de ces ressources, inaugurant la tradition des cours itinérantes. L'avènement des Capétiens et le resserrement de leurs actions sur le domaine royal favorisent à nouveau Paris. Le roi Philippe Auguste, qui construit une enceinte fortifiée autour de la ville, souhaite en faire le centre politique et religieux de la France. Il installe les archives royales au palais de la Cité, puis la Curia Regis, l'ancêtre du Parlement. À la même époque se développe l'Université de Paris, qui forme les intellectuels du royaume. La guerre de Cent Ans oblige le gouvernement royal à se déplacer à Bourges et dans ses châteaux de Touraine. Au XVe et XVIe siècle, la chancellerie royale désigne Paris comme capitale de la France. Pourtant, la ville n'est plus nécessairement le siège du pouvoir politique. En effet, à cette époque, la cour séjourne surtout en Île-de-France et dans le Val-de-Loire. Un projet de nouvelle capitale est même envisagé en 1516 à Romorantin, qui signifie Nouvelle Rome, suivant l'idée de Léonard de Vinci, invité par Louise de Savoie
mère de François Ier. À la fin du règne de Henri III, le palais du Louvre devient la demeure royale principale, mais seulement l'hiver. Bien que la cour reste itinérante, Paris reste une ville importante. Le protestant Henri IV n'a-t-il pas accepté de se convertir au catholicisme pour accéder au trône de France? Et que lui aurait dit l'un de ses conseillers selon les légendes? Paris vaut bien une messe. Cette plaisanterie montre toute l'importance de la capitale. Paris n'était pas, en France, une ville comme les autres. Bien que Louis XIV transfère le pouvoir royal à Versailles, il n'en fait pas la capitale du royaume. Au contraire, il multiplie les symboles forts du pouvoir à Paris, à travers la construction de la colonnade du Louvre ou la création des places royales. L'itinérance de la cour royale n'est pas spécifique à la France. Par exemple, les rois anglais séjournent dans diverses villes tout en maintenant leur capitale à Londres. Dans les périodes de crise récentes, soit après 1870, les différents gouvernements français ont eu à plusieurs reprises à se replier dans une autre ville, Paris étant ville occupée. Le statut symbolique de Paris comme capitale n'a pas pour autant été supprimé durant ces périodes. Suite à la capture de Napoléon III par les Prussiens pendant la guerre franco-allemande de 1870, Gambetta annonce la fin de l'Empire et proclame la Troisième République. Le gouvernement de la Défense nationale se réfugie à Tours, puis Bordeaux. À la suite de la défaite définitive de la France et la signature de l'armistice en 1871, Paris retrouve son statut de capitale nationale. Pendant la Première Guerre mondiale, après la défaite de Charleroi en septembre 1914, le gouvernement se replie vers Bordeaux, encore. La ville girondine est alors surnommée la capitale tragique, étant pour la deuxième fois capitale de guerre. Le 10 juin 1940, face à l'arrivée des Allemands, le gouvernement fuit à Tours, puis à Bordeaux. La signature de la convention d'armistice franco-allemande le 22 juin place Bordeaux en zone occupée. Le gouvernement du maréchal Pétain part à Clermont-Ferrand, mais la ville est trop petite pour accueillir tous les ministères. Le gouvernement déménage donc à Vichy, qui devient la capitale de facto de la France. Paris reste toujours capitale de jure. Depuis la libération de Paris le 25 août 1944 et le rétablissement de l'autorité républicaine sur l'ensemble du territoire français, Paris est le siège des pouvoirs constitutionnels. Une ordonnance législative de la Ve République prévoit que les deux chambres du Parlement siégeront à Paris et qu'en cas de nécessité, le gouvernement puisse transférer le siège des pouvoirs publics dans une autre ville sans faire perdre à Paris son statut de capitale. Et enfin, un arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d'État et de capitale définit pour la France Paris comme capitale ou siège du gouvernement. En outre, bien d'autres organismes internationaux considèrent Paris comme la capitale de la France, tels que l'ONU ou l'Union européenne. C'est le lien existant entre Paris et le pouvoir politique qui fait de celle-ci une ville capitale, au double sens du terme. Dans les périodes où Paris n'était pas la capitale administrative du pays, la ville conservait un rôle majeur dans la vie économique et intellectuelle. D'où la richesse de son patrimoine historique, qui débute avec la ville gallo-romaine, dont témoignent les thermes de Cluny et les arènes de Lutèce, et qui se poursuit au Moyen-Âge avec Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Puis à l'âge classique, c'est-à-dire les XVI et XVIIe siècles, où sont construites les belles demeures du Marais. La ville est ensuite marquée par le style du Second Empire, reconnaissable dans le pont Alexandre III et dans les bâtiments des grands magasins. Puis au XXe et au XXIe siècle, Paris voit émerger une architecture très contemporaine, avec le centre Georges Pompidou et la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Autre preuve du statut de Paris, rappelez-vous, d'après le dictionnaire, une capitale est une ville où siège le gouvernement d'un État. C'est bien à Paris que siège le pouvoir politique. Le palais Bourbon abrite l'Assemblée nationale et le palais du Luxembourg, le Sénat. Et ces deux institutions représentent bien le pouvoir législatif. Le palais de l'Élysée, résidence du chef de l'État, et l'hôtel de Matignon, résidence du Premier ministre, sont quant à eux les sièges du pouvoir exécutif. La Cour de cassation et le Conseil d'État,
qui constituent les plus hautes instances judiciaires du pays, se situent respectivement au Palais de justice de Paris et au Palais Royal. Mais Paris est aussi à concevoir comme capitale de la France, au sens de ville qui prime sur toutes les autres du point de vue d'une activité. C'est bien à Paris que se vivent au plus haut point les activités politiques, avec les ambassades et les sièges des syndicats par exemple. Économiques, dans le quartier de la Défense ainsi qu'au ministère de l'économie à Bercy. Juridiques, avec le tribunal de Paris dont les compétences dépassent la région parisienne dans plusieurs domaines. Ce tribunal a même longtemps siégé sur l'île de la Cité et se trouve maintenant porte de Clichy dans le 17e arrondissement. Et aussi médiatique. Le 15e arrondissement est aujourd'hui le nouveau triangle d'or des médias, avec Europe 1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, France Télévisions, Le Point, le pôle média de LVMH. On y trouve également le siège de grandes institutions internationales comme l'UNESCO ou le CDE, ainsi que d'institutions européennes comme l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Agence spatiale européenne. Paris constitue aussi le cœur foisonnant de la vie intellectuelle française, que ce soit par ses universités prestigieuses comme la Sorbonne, Jussieu ou Assas, par ses musées d'exception tels le Louvre, Orsay ou Beaubourg, ou encore par ses salles de spectacle mythiques, telles l'Opéra de Paris, le Zénith, l'Olympia ou l'Accor Arena. Paris est bien le centre de tous les pouvoirs en France. On comprend dès lors que Paris fasse rêver, et que beaucoup aient l'impression que pour réussir, il faille monter à la capitale. Je vous remercie d'avoir visionné cette nouvelle vidéo de Balade parisienne. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune info. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt!